Bonsoir, j'ai l'intention de vous présenter ce soir quelqu'un que j'aime beaucoup en raison de ses qualités humaines et aussi pour son grand talent de chanteuse. Et je crois que je ne suis pas le seul dans la baie de San Francisco à partager ce goût pour le travail de Raquel Bitton. Bonsoir Raquel. Bonsoir Eric, ce sont de très jolis mots que vous avez là pour moi. Je vous aime beaucoup aussi. C'est comme ça que je ressens les choses. Ah, c'est très gentil. Alors je vous ai fait venir ce soir Raquel parce que vous venez de sortir un nouveau disque. Oui, en hommage à Edith Piaf, D'accord. qui est d'ailleurs, si je puis dire, un hommage qui arrive en quatrième position, car j'avais déjà fait 3 CD et j'avais chanté les chansons d'Edith Piaf il y a plusieurs années de là. Mais j'ai attendu de mûrir, d'être un peu plus adulte Pour sortir celui-ci. pour sentir ces chansons. En particulier, le répertoire que j'ai choisi n'est pas évident. J'ai dû vivre ma vie pour m'apercevoir de certaines choses. Et de là, j'ai choisi des chansons, par exemple, Cri du cœur, paroles de Jacques Prévert. Qui est une chanson difficile. Très difficile. Très Elle m'a difficile à coupé le chanter. souffle en studio. Vraiment. Bien qu'elle soit très simple, l'arrangement musical, c'est une chanson qui est vraiment extraordinaire dans ses paroles, mais elle vous coupe le souffle, non seulement par sa beauté, mais par la rendition de cette chanson. Je ne le regrette pas. Mais alors, je sais que vous êtes né au Maroc et vous êtes venu très très tôt dans Très, votre très jeune. jeunesse aux États-Unis avec votre famille, je Avec suppose. ma famille, et en 1970, on est venu à San Francisco, de Marrakech à San Francisco. Vous vous rendez compte? Eh oui, Et puis, de là, vraiment, j'ai découvert le répertoire d'Edith Piaf et actuellement le patrimoine de la chanson française par les vieux disques de mon père qu'il avait amené avec lui aux États-Unis. mais qu'est-ce qui vous a fait démarrer dans la chanson? Est-ce que vous avez eu un mentor? Comment est-ce que vous avez découvert ce talent? Tout d'abord, quand j'avais 11 ans, au Maroc, je chantais toujours. Je chantais d'ailleurs dans les casinos de Marrakech et Casablanca. Donc c'était quelque chose que je faisais depuis bien longtemps. Mais les chansons d'Edith Piaf, aussi bien que les chansons de Charles Trenet, je les ai découvertes après avoir eu, pour la première fois, mon cœur brisé. Je ne savais pas que j'allais tomber amoureuse de nouveau dans ma vie. Alors j'avais mis un vieux disque d'Edith Piaf. La première chanson, c'était C'est l'amour. Et elle disait, c'est l'amour qui fait qu'on s'aime, c'est l'amour qui fait rêver. Dans l'amour, il faut des larmes. Je me suis dit, mais elle parle de moi. Eh oui, Alors d'une chanson à l'autre, j'ai découvert une femme extraordinaire. Et non seulement ça, vraiment un répertoire extraordinaire. De là, j'ai eu le grand bonheur de connaître les compositeurs qui avaient gravité autour de la vie d'Edith Piaf. Et mon amitié avec l'un des compositeurs, Henri Conté, très connu. était Qui a fait vraiment, 50 chansons à peu près pour Edith d'Edith Piaf, qui Piaf. avait écrit pour elle ses plus belles chansons. Et vous l'avez rencontré. Je l'ai non seulement rencontré, mais nous avons eu une amitié vraiment extraordinaire. Il m'écrivait tout le temps. 2 fois par semaine, je recevais des lettres. Et quand je ne pouvais pas lui écrire, parce que j'étais en tournée, il s'inquiétait. Il m'écrivait, il disait, Raquel, que devenez-vous? Que se passe-t-il? Ce silence est terrible, il faut me parler. Donc, je l'ai connu en 1992 et je l'ai vu à Paris quelques mois avant sa mort, à l'âge de 92 ans, il est mort. Donc notre amitié, vraiment, j'ai eu un bonheur Une extrême de le expérience connaître. formidable. Formidable. C'est une reconnaissance pour vous. Oh, d'avoir été exposé à un compositeur de ce calibre, avec une douceur et son talent est immense, Henri Conté. Alors vous n'avez pas qu'une passion pour Piaf, puisque je sais que vous chantez aussi les standards américains, beaucoup de jazz. Oui, ça. mon influence est Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. J'aime toutes ces grandes et belles chanteuses qui ont une voix extraordinaire et beaucoup de sentiments. Alors j'aime ces chansons beaucoup. D'ailleurs, le show que je présente à Yoshi's j'ai choisi des morceaux de chansons françaises qui ont ce goût de jazz. D'accord. Vous voyez, mais la chanson américaine jazz, vraiment,
Vous tout touche ça. beaucoup. Billie Holiday, j'adore Billie Holiday. Vous avez un ou deux CD d'ailleurs de chansons jazz. C'est-à-dire que le CD que j'ai fait l'année dernière, en collaboration avec son compositeur, est une autre très belle histoire d'amour. Celle-là s'est déroulée avec Paul Mizrachi. Paul Mizrachi était un jeune pianiste en 1939 qui était avec l'orchestre de Ray Ventura. Très connu. Il avait entendu un orchestre américain dans les années 30 en France. Et il était ébloui par la musique de jazz qu'il avait entendue. Et puis il s'est dit, mais je peux faire ça moi. Il est allé, il a écrit des chansons extraordinaires. De là, ces chansons étaient enregistrées par Josephine Baker, Eartha Kitt, naturellement, tous les grands chanteurs français, Lucien Boyer, Lise Gotti. Mais je sais que vous avez travaillé aussi avec Paul Mizrachi. Oui, nous avons Alors fait un album. expliquez-moi. Nous avons fait un CD qui s'intitule In a Jazzy Mood. D'ailleurs, il parle un anglais superbe. Il a été éduqué en Angleterre. Donc c'était une collaboration vraiment extraordinaire dans beaucoup de domaines. Nous avons choisi 13 titres qui avaient un petit peu de Latin sound, parce qu'il avait vécu en Argentine. Alors nous avons choisi des morceaux qui étaient non seulement jazz, mais aussi qui avaient un petit peu le goût latin. D'accord. Dans cette histoire. Je dois vous raconter une petite histoire très brève de Paul Mizrachi et d'Edith Piaf. Il était un jeune compositeur et lyriciste et il avait écrit une chanson qui s'intitulait « Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime ». Alors il a dit à son éditeur « Il faut absolument que j'aille voir Edith Piaf, c'est pour elle. Cette chanson n'est que pour elle ». Alors l'éditeur, il a amené, en ce temps-là, ce n'était pas le compositeur qui allait chez le chanteur, c'était l'éditeur. Alors l'éditeur a dit, Madame Piaf, un jeune pianiste, Paul Mizrachi, il a cette chanson pour vous. Non, je n'ai pas le temps, j'en ai trop, j'en veux pas. Un mois plus tard, Lucienne Boyer sort cette chanson, Tu ne peux pas te figurer, qui a fait un tube extraordinaire. Et un soir, après son concert, Paul Mizrachi est allé dans les coulisses pour dire bonsoir à Edith Piaf, et elle le voit, lui dit, il y a des fois où les gens se prennent pour vraiment très bêtes. Et ça, c'était moi. Parce qu'elle a vu qu'elle avait raté une très belle chanson. Oui. Alors, quand s'est passée cette collaboration avec Paul Mizrachi? C'était l'année dernière, elle a duré 2 ans. D'accord. Et vous êtes allé en France? Je suis allée en France, je suis allée plusieurs fois en France. Et nous avons déjeuné, dîné, marché au bois de Boulogne. Nous avons fait beaucoup de petites choses ensemble qui nous ont attachés l'un à l'autre pour que cet album soit vraiment quelque chose de très personnel. Alors je sais aussi que vous avez pas qu'une passion pour la musique, vous avez aussi une passion pour la danse classique, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a un film, naturellement, j'aime beaucoup lire. Alors j'ai lu la vie de Nijinsky, Diaghilev, Jean Cocteau, tout cela m'a fasciné. Et j'ai écrit un concept, un scénario pour ballet qui s'intitulait Le ballet des cœurs. Et de là, j'ai utilisé le thème des Enfants du paradis, le film de Marcel Carné, qui est un culte et que j'ai peut-être vu, voyons voir, 45 fois. Et vraiment, j'adore ce film. Vous savez d'ailleurs qu'on le trouve aux États-Unis dans toutes les vidéothèques. Non seulement ça, une fois par an, religieusement, au Castro, ils le font voir. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est quelque chose de religieux à San Francisco. Les Enfants du paradis, Children of Paradise, il faut aller le voir, c'est merveilleux. Bref, j'ai mis ce thème avec des chansons très obscures d'Edith Piaf, et puis j'ai créé le ballet des chœurs, qui a été commissionné par le San Francisco Ballet. Ils ont dansé, et moi j'ai chanté avec un orchestre de 65 personnes. D'ailleurs, une ou deux chansons qui avaient été dans le premier ballet de Maurice Béjart. Ah bon? Justement, à ce sujet-là, je sais que j'ai trouvé dans mes archives un ballet de Maurice Béjart, donc une chorégraphie à propos de Piaf. Et Maurice Béjart a chorégraphié 2 chansons de Piaf. Et je vous les offre ce soir. Je sais que ça... Éric, donc vous m'aviez entendu vous dire ça la dernière fois qu'on s'est vu, voilà. n'est-ce pas? Et vous l'avez je l'ai trouvé. Le printemps
de Béjar. Le printemps de Béjar, je crois que c'est une émission qui a été diffusée en France il y a 6 ans, 7 ans. Et je l'ai retrouvée pour vous. Merci, merci de tout cœur, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais voir. Vous l'avez. Eh bien, merci. Eh bien, je sais que ce spectacle se déroulera à Yoshi. C'est un endroit très intime. Vous allez chanter. Un jazz club. Je chanterai les chansons une chanson de Charles Trenet, une de Michel Legrand, une de Jacques Brel. Je passe partout jusqu'à Piaf pour faire plaisir aux francophones, francophiles et à tous les Américains, oui, les tous Américains qui adorent ce sujet d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors ça va se passer dimanche le 13 juin, Yoshi à 2 heures de l'après-midi. Et 8 heures. À 2 concerts. Ah oui, d'accord. 2 concerts. Et c'est 510 Embarcadero à Auckland. Jack London Square. Ah, Jack London Square, ok. Et le numéro de téléphone, c'est 510 238 92 00 si vous voulez réserver. Et Raquel, je vous souhaite un très bon concert. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venue. Ça me fait grand plaisir d'être là avec vous. À très très bientôt. À bientôt. Bonsoir mesdames et messieurs. Vise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'entend comme une bombe, le voilà, le printemps, tout rempli de lilas, qui rapplique en dansant la java. Le voilà, ce voyou, au son de l'accordéon, qui court le guillot en poussant la chanson, entend comme ça chahute dans tous les palpitants. L'hiver se tire des plumes, enfin le printemps. Ne fais pas la tête, tu serais bien bête de te faire du bourron. Quand sur toute la terre flotte un petit fer de révolution, j'ai sorti pour toi ma robe de soie, mes colifichets, pour dormir sur l'herbe en écoutant teinter les muguets. Vise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'entend comme une bombe, le voilà, le printemps, tout fleuri de lilas, qui rapplique en dansant la java. Y'a la foule dans les rues qui suit les orphéons, des épaules toutes nues et du monde au balcon. C'est la fête aux poètes, je t'aime éperdument, et ça tourne dans ma tête. Enfin le printemps, j'ai le vertige dans tes yeux, je voltige dans du bleu, je vois doubler ses mieux. Vise mon cœur tout là-haut, qui fait du cerf-volant, rattrape-le si tu peux, mon amour, qui fout le camp. Enfin le printemps.
celui qui pleure jamais. Reste là, ne bouge pas, laisse-moi quand même t'aimer. Je ne peux même pas penser que je te mérite. C'est beau, tu sais, ça m'impressionne comme les églises, c'est beau, c'est vrai. Plus qu'à ta mère, on est surprise. Tu me réchauffes, tu m'en prends, tu fais soleil, tu fais colline. Viens contre moi, il pleut dehors. Mon cœur éclate dans ma poitrine. Debout partout. C'est trop facile d'être sincère. T'es beau, c'est tout. T'as pas besoin de la lumière. C'est beau, tu sais. C'est beau, c'est vrai. C'est beau, tu sais. C'est beau. C'est vrai. Bonsoir tout le monde. J'aimerais simplement vous expliquer très rapidement un peu comment nous avons pensé organiser ce débat. Évidemment, selon vos interventions, on peut aussi changer la formule, mais nous représentons, comme vous pouvez l'imaginer, des points de vue très différents en ce qui concerne l'euro. Monsieur Parent qui peut nous parler d'un point de vue diplomatique, politique. Monsieur Denis qui peut nous parler du monde bancaire, des finances de l'entreprise, et moi qui n'y connais rien du tout et qui peut vous parler quand même de l'aspect journalistique, de la petite histoire, si vous voulez, de l'euro et comment c'est perçu par les citoyens. Donc nous avons pensé d'abord vous faire une petite présentation de 5 à 10 minutes chacun. Nous allons commencer par M. André Parent et après nous allons nous-mêmes évoquer quelques questions, soulever quelques questions les uns des autres et nous souhaiterions à la suite de ça vous ouvrir le débat et avoir vos questions, vos commentaires et vos expériences aussi bien entendu. Alors j'espère que ça vous convient comme programme, ça vous semble correct, une bonne idée? Oui? Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'être venu. J'ai la voix qui porte moins que Marie Galanty, mais j'espère que tout le monde m'entendra quand même. Donc moi, je vais m'attacher à traiter les aspects politiques de la question, ce qui est un peu une gageure dans un espace de temps aussi court. Je vais essayer en fait de démontrer comment la création de l'euro s'insère dans le processus plus global d'intégration européenne et montrer également comment ce projet, qui est un projet d'ampleur absolument considérable, est susceptible d'influencer ce même processus d'intégration européenne. Je vais articuler mon propos autour de 3 idées. D'abord, j'ai repris un petit peu le thème ou le titre de cette conférence, l'euro qu'est l'aventure. Je vais essayer de vous convaincre que l'euro c'est certes une aventure, mais c'est une aventure raisonnée. Ensuite, j'essaierai de vous expliquer aussi qu'à mes yeux, l'euro, ce n'est pas un aboutissement, mais ce n'est qu'une étape dont le succès est soumis à un certain nombre de conditions. Et puis la troisième idée, j'essayerai d'expliquer en quoi l'euro est un projet certes qui a une dimension économique et financière évidente, mais c'est un projet également dont la dimension politique
paraît essentielle et qui est conçue pour déboucher sur de nouvelles avancées de la construction européenne. Alors d'abord, l'euro, une aventure raisonnée. Je crois en effet que le terme d'aventure convient assez bien, et je crois que c'est une véritable aventure dans laquelle se sont lancés les 11 États qui sont partie prenante donc, à cette monnaie unique européenne. C'est une aventure dans les différentes acceptions du terme. D'abord, c'est une aventure en ce sens que c'est un événement hors du commun, qu'on peut qualifier, je crois, d'historique. Le terme est souvent utilisé à tort et à travers, mais je crois qu'il s'agit effectivement d'un événement historique. Historique d'abord en soi parce que c'est, je crois, la première fois que 11 États souverains acceptent volontairement d'abandonner une partie de leur souveraineté dans un domaine aussi essentiel que celui de la monnaie et décident donc d'abandonner leur monnaie nationale au profit d'une monnaie unique gérée par un organisme de caractère supranational. C'est également un événement historique au regard de la construction européenne. Vous savez que cette construction européenne est parsemée, jonchée depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le plan Monnet en 1950 qui a donné naissance à la communauté économique du charbon et de l'acier d'un certain nombre de dates clés. Il y a 1957 avec la signature du traité de Rome, il y a 1973 avec l'entrée de la Grande-Bretagne et d'un certain nombre d'autres pays, puis ensuite les phases successives d'élargissement. Il y a 85 avec l'acte unique, il y a 91 enfin avec le traité de Maastricht, mais je crois vraiment que dans une certaine mesure, 1999 et la création de l'euro marquera une charnière dans l'histoire de la construction européenne. C'est donc un événement hors du commun, c'est également un événement, c'est également une aventure parce que c'est un événement complexe dont on sent confusément qu'il aura des conséquences considérables dans tous les domaines, mais dont pour l'instant on ne perçoit pas très clairement les implications à la fois pour nous-mêmes, pour notre pays, mais également pour les autres pays qui participent à cette aventure et pour l'Europe. Tout le monde a le sentiment que c'est un événement qui va bouleverser nos vies, mais en même temps personne ne sait exactement dans quel sens et jusqu'à quel point ça va bouleverser nos vies, ce qui explique d'ailleurs que ce soit un événement qui cristallise à la fois autant d'espoir et autant de crainte selon que les gens en attendent des effets positifs ou craignent au contraire un certain nombre d'effets négatifs de ce projet. Et puis enfin, c'est une aventure parce que c'est un événement qui constitue un défi formidable pour l'Europe. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de précédent, et surtout il n'y a pas de précédent de création d'une union monétaire qui n'ait pas été précédée par la création d'une union politique. C'est donc une première, et par conséquent, il faudra apprendre en marchant. C'est vraiment un projet sur lequel, pour parler familièrement, je dirais que les gouvernements des pays européens vont devoir travailler sans filet. Et puis c'est également un défi que l'Europe est condamnée à remporter. Tout le monde a conscience, d'ailleurs personne n'évoque la possibilité d'un échec de ce projet, même si chacun sait qu'il est porteur de risques importants. Tout le monde sent bien que c'est une aventure ou un pari que l'Europe est condamnée à remporter et qu'il n'y a pas véritablement de retour en arrière possible quand on pense aux conséquences qu'un tel retour en arrière comporterait. Donc c'est une aventure, mais c'est une aventure raisonnée, d'abord parce que, bon, ça c'est évident, c'est une aventure qui a fait l'objet d'une préparation minutieuse. Je crois que rarement, on fait souvent le reproche au gouvernement européen de manquer de volonté politique et de détermination. Je crois que rarement les gouvernants des pays européens n'auront au contraire fait preuve d'autant de volonté politique dans la mise en œuvre d'un projet européen. Je crois qu'il faut se souvenir des difficultés qui ont parsemé la création et la mise en place de l'euro. On a beaucoup évoqué à une certaine époque les fameux critères de Maastricht et la discipline qu'ils ont imposée aux pays européens à un moment même où la conjoncture économique en Europe était difficile. Et malgré toutes ces embûches, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes les critiques, les gouvernements européens ont persisté et ont fait preuve encore une fois d'une détermination tout à fait exceptionnelle. Et je crois que l'événement a été préparé avec beaucoup de minutie. C'est également une aventure raisonnée parce qu'il s'inscrit dans un projet d'ensemble qui est de construire l'Europe. Et construire l'Europe, c'est finalement, quand on y réfléchit, le seul projet mobilisateur qui s'offre au peuple européen à l'aube du troisième millénaire. C'est un projet qui, certes, n'est pas sans risque. Il y a des risques, et d'ailleurs, comme je l'ai dit, ces risques suscitent un certain nombre d'appréhensions. D'abord, les citoyens des pays, et ça, je crois que Marine l'évoquera tout à l'heure,
trouve également des craintes. On s'interroge sur ce que vont devenir les pays. On s'inquiète des transferts de souveraineté que le projet va nécessiter ou va imposer. On s'inquiète des risques de perte d'identité que le processus d'intégration européenne fait subir au risque de faire subir aux pays d'Europe. Ceci étant, je crois que ces risques que comporte le projet de construction européenne doivent être comparés aux risques qui résulteraient, qu'il y aurait à ne rien faire. Je crois qu'il y a des domaines dans lesquels, si on ne fait rien, en fait, on fait marche arrière. Je dirais, pour schématiser, que si on reprend l'histoire de la construction européenne depuis l'origine, on peut distinguer deux phases. Il y a eu une première étape qui court en gros des années 50 jusqu'à maintenant, et au cours de laquelle le projet ou l'enjeu, c'était de consolider la paix et de développer un esprit d'entente et de coopération entre les pays européens pour éviter la résurgence des conflits qui ont parsemé l'histoire de l'Europe depuis l'origine. Je crois que maintenant on a atteint ce stade et plus personne n'a de doute quant au fait qu'on a atteint entre les pays européens un certain degré d'entente et de coopération. Et on voit bien en même temps que cette Europe, qui reste très prospère, n'occupe pas sur la scène internationale et n'occupe pas dans les affaires du monde la place qui lui reviendrait normalement si l'on tient compte de sa démographie, de son poids économique. Et je pense que la création de l'euro marque en fait le début d'une deuxième phase de la construction européenne, dont l'enjeu n'est plus de créer, consolider la paix entre les pays européens, mais de rendre à l'Europe la place qui devrait être normalement la sienne sur la scène internationale. Deuxième idée que je voudrais développer, c'est que l'Europe est une étape. Je crois qu'il faut être entièrement convaincu que l'Europe, ce n'est pas un aboutissement et que la monnaie unique, ce n'est pas une fin en soi. La création de l'euro, c'est un début et la monnaie unique, c'est un instrument. Sur un plan purement théorique, c'est vrai que la création de l'euro est elle-même porteuse d'effets positifs à la fois pour l'économie des pays participants et également pour le processus de construction européenne. D'abord, pour l'économie des pays participants, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont induits par la création de la monnaie unique qui devraient exercer des effets positifs sur l'économie des pays participants. Je pense que François les évoquera tout à l'heure, mais la transparence des prix, la concurrence accrue entre les entreprises, le fait que les opportunités qui seront ouvertes par la création d'un vaste marché unique de 300 millions d'habitants, tout ceci devrait avoir la disparition des opérations de change aussi, et donc la baisse de coûts que ça entraînera pour les opérateurs économiques. Donc tout ceci devrait avoir un effet positif sur l'activité et avoir également un effet positif pour les économies des pays européens en termes de croissance et d'emploi. Les effets positifs pour le processus de construction européenne, ils résulteront du fait que la création de l'euro va consolider normalement le sentiment d'appartenance des citoyens européens à un ensemble commun. On reproche souvent à l'Europe, à la construction européenne, d'être très abstraite et très immatérielle. Je crois que le fait de partager une monnaie unique et le simple fait concret de disposer, de partager des billets ou des pièces, de pouvoir aller d'un pays à l'autre en Europe sans avoir besoin de changer son argent, le fait de pouvoir comparer les prix dans la même unité de compte d'un pays à l'autre, tout ceci devrait logiquement développer un sentiment d'appartenance à un ensemble commun. Et en plus, la création de l'euro va également développer, ou devrait en principe également développer la conscience de partager un destin commun. Pour dire de façon un peu schématique les choses, les peuples européens devraient maintenant avoir le sentiment qu'ils sont embarqués sur le même bateau. Ceci étant, donc ça c'est sur